Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire diffusé en direct sur le site de l'usine digitale. Pour vous, ETI et grands groupes, la sécurité de vos données, en particulier sur le cloud, représente un enjeu vital. Adopter une approche cloud pose la question de l'intégrité, de la confidentialité, du transfert et du stockage de ces données. À quels défis les DSI et les RSSI doivent-ils faire face? Quelles approches et solutions permettent aux ETI et aux grands groupes de garantir la sécurité de leurs données sur le cloud? Qu'en est-il de la notion de souveraineté des données? Quelles conséquences la crise du coronavirus a-t-elle sur les attentes et les réponses en matière de sécurité des données sur le cloud? Nous allons en parler avec nos invités. Laurent Benamou, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur des systèmes d'information de StoreData. Et Philippe Deschera, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique de Commvault. Alors, dans un premier temps, nous verrons ce que recouvre pour nos intervenants la notion de sécurité de la donnée dans le cloud, ses enjeux, ses défis et ses freins. Ensuite, nous verrons les approches et les solutions à adopter pour s'assurer de la meilleure sécurité possible pour ces données dans le cloud. Et le troisième temps nous permettra de voir si de nouvelles attentes sont apparues depuis le début de la crise du coronavirus en matière de sécurité des données dans le cloud et bien sûr les réponses apportées. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat et nous y répondrons au cours de ce webinaire. Alors, première partie, donc sécurité de la donnée dans le cloud, de quoi parlons-nous ? Mais avant tout, je vais vous demander à chacun de présenter donc vos entreprises. Laurent Benamou, je vais commencer par vous. Donc, pouvez-vous présenter StoreData ? Oui Frédéric, donc StoreData, qui est un spécialiste de la gestion de la donnée et de la virtualisation, qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui, qui est basé, donc le siège est basé à Versailles, donc en région parisienne, mais nous avons des implantations quasiment sur toute la France, sur toutes les grandes villes françaises, avec une population StoreData qui est très technique, avec environ 130 experts techniques, spécialisés dans la gestion de la donnée au sens large du terme, notamment sur toute la partie stockage, SAN, NAS, avec des forts partenariats avec des éditeurs et des constructeurs. Donc sur la partie NAS, SAN, NetApp par exemple, très fort partenariat, également avec Pure Storage sur la partie SAN. Une expertise aussi sur toute la notion de backup, donc les solutions de backup, avec un partenariat fort avec Commvault. Ouais, D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. La virtualisation, qui est aussi dans le cœur de notre métier, avec donc des offres et des expertises sur la virtualisation, notamment sur VMware, accouplées à des solutions matérielles Cisco UCS. D'accord. Également. Et dans toute la partie réseau aussi d'une forte expertise, avec notamment la partie Cisco et un gros partenariat Cisco. Les activités de StoreData aujourd'hui s'articulent autour de 5 domaines principaux. Donc le premier, c'est toute la partie intégration, projet, donc ce qu'on appelle chez nous les professional services. Donc qui interviennent chez les clients pour déployer les solutions dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième gros pôle d'activité, c'est la partie maintenance hardware et software, puisqu'on assure et on dispense à nos clients des contrats de maintenance qui permettent d'agir en délégation pour les constructeurs ou les éditeurs et qui nous permettent par exemple de garantir un niveau de SLA très important sur la maintenance hardware, puisqu'on dispose de notre propre stock de pièces détachées, par exemple, donc en propre, qui nous permet de garantir des SLA très importantes et très fortes. Donc, en complément de cette offre de maintenance, nous avons également de la formation, puisque nous sommes centre agréé et nous disposons donc des formations sur toujours ces mêmes domaines d'expertise. Du conseil, avec des équipes spécialisées dans l'architecture des solutions que j'ai exposées tout à l'heure, mais également toute la partie aide à la transformation des SI. Et bien sûr, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, une division cloud qui assure donc l'hébergement et la mise à disposition de solutions cloud, donc hébergées, mais également de toute la partie service avec des services managés qui permettent de répondre à nos clients sur ces différentes attentes de PRA as a service, de backup as a service, de compute, d'hébergement. Et tout cet environnement est architecturé sur une ossature de sécurité. Donc la notion de sécurité est très importante chez StoreData. Et ça a été d'ailleurs, on va dire, labellisé récemment par notre certification ISO 27001.
européen qui a été donné par l'AFNOR et qui permet de garantir à nos clients que nous effectuons l'ensemble de nos services autour du cloud, mais également autour des différents secteurs de notre activité, en respectant les bonnes pratiques de sécurité. Et voilà, ça c'est très important. D'accord. Alors, à vous maintenant, Philippe Deschra, donc pour vous présenter Commvault et puis aussi le lien, la raison de votre présence en face de StoreData et avec StoreData aujourd'hui. Très bien, merci. Effectivement, donc Commvault est un éditeur de logiciels, d'infrastructures. Nous sommes basés sur la côte est des États-Unis, dans le New Jersey, au sud de New York. Et notre domaine d'activité, c'est la protection, la gestion, la gouvernance des données et récemment également le stockage de ces données. Alors, notre volonté, c'est de stocker, protéger, gérer et utiliser ces données, quel que soit le type de données, la source de données, le remplacement. Donc ça, c'est le vrai challenge. Et puis, nos axes de développement, c'est avoir une expérience identique, quel que soit l'emplacement de ces données, on-prem, dans le cloud, sur des postes clients ou sur des sites distants. Notre relation avec StoreData, eh bien, cette relation, elle est importante pour nous. StoreData est un partenaire revendeur très très important parce que historiquement déjà c'était notre premier revendeur en France et donc la renommée de Commvault en France est aussi liée à l'activité de StoreData et en termes de part de marché également, StoreData est un acteur extrêmement important pour nous. Très bien. Alors bon, au travers de vos deux activités, enfin vos multiples activités à Commvault et StoreData, on a déjà commencé un petit peu à répondre à la question à venir, c'est que recouvre, alors dans les grandes lignes, on va rentrer plus dans le détail après, la notion de sécurité de la donnée dans le cloud. Donc peut-être Laurent Benamou, je vous laisse démarrer. La notion de sécurité dans le cloud, c'est quelque chose qui est bien sûr très important pour toutes les ETI et les grands groupes qui pourraient être amenés ou qui sont déjà amenés à faire face à un besoin d'externalisation de leur information dans le cloud. Donc ça, c'est un point qui est très important et qui, d'abord, je pense qu'il faut se poser des questions sur déjà l'intégrité de la donnée. Le fait de basculer ces données dans le cloud, ce sont des questions, bien sûr. L'intégrité, j'imagine, vous vouliez dire. Intégralité, mais. L'intégrité, bien sûr. Ça va ensemble en même temps, hein. Il faut l'intégralité de la donnée. L'intégrité mais de la c'est bien donnée. l'intégrité. L'intégrité de la donnée est très important. Et le fait de basculer justement ces données dans le cloud permet de faire reposer, on va dire, cette intégrité sur les mesures de sécurité qui sont proposées par les fournisseurs de cloud qui, il faut le savoir, donc toutes les socles cloud sont pensés, enfin en tout cas c'est le cas d'une autre, ont un socle sécurité très important, donc sont construits sur un socle sécurité, c'est natif, ce qui n'est pas toujours le cas dans une infrastructure on-premise qui a été construite, on va dire, au fil du temps, sur lesquelles on a rajouté des briques complémentaires. Un de nos engagements sur le cloud, c'est justement de suivre cette notion de sécurité et d'avoir toujours des environnements qui soient à jour, qui soient actualisés. Et ça, c'est on va dire un souci en moins pour le client. Voilà. Et peut-être une charge mentale, peut-être un petit peu pour votre client moindre. Enfin, vous avez ce genre de retour ou pas? Nous, on en a plus. Enfin, ça va charger notre charge mentale. Vous en avez plus, bien sûr. Mais du coup, ça délaisse la charge mentale de notre client. Exactement. Non, mais du coup, c'est un gros avantage. Philippe Deschra, peut-être pour... Oui, pour nous, le cloud, c'est... Vous avez un autre angle peut-être de réponse? Oui, forcément un angle au niveau éditeur de logiciels, en charge des données de nos clients. Donc le cloud, effectivement, répond à un certain nombre d'enjeux pour eux. On a parlé de délégation par rapport à l'administration au quotidien des infrastructures. Ce que l'on voit quand même, c'est que par rapport au cloud, souvent, là je parle plutôt du cloud public, c'est que la responsabilité des données est souvent à la charge de l'utilisateur. Donc voilà, c'est un point sur lequel on va pouvoir agir et être pertinent par rapport à nos clients. Très bien. Alors, est-ce qu'il existe, donc peut-être je vais rester avec vous, Philippe Deschra, existe-t-il des freins ou des limites à la sécurité des données dans le cloud? On fait vraiment le tour de cette notion. Eh bien, au niveau du cloud, ça c'est AWS ou Azure qui le dit, c'est que ces sociétés vont garantir l'infrastructure. Si vous achetez une machine virtuelle, une instance dans le cloud, pas de panique, ces différentes sociétés vont vous garantir que l'infrastructure sera toujours démarrée, disponible. Par contre, les données qui s'y trouvent, ils n'en ont pas connaissance et elle va toujours être à protéger, à gérer par l'utilisateur final. C'est là où on va pouvoir intervenir en protégeant ces données.
comme tout type de données, encore une fois, l'objectif de Commvault, c'est de protéger les données où qu'elles se trouvent, on-prem, dans le cloud, et à tout moment. Sur tout device. Exactement. Donc le fait d'aller dans le cloud ne doit pas être au détriment de la sécurisation des données. D'accord. Vous voulez compléter Moi, cette... oui, j'ai des compléments, c'est notamment sur la partie localisation de la donnée. Hein, c'est une notion qui est quand même importante. On parle aujourd'hui, c'est d'ailleurs d'actualité, de la souveraineté du cloud. Bon, il y a des expériences qui ont été plutôt malheureuses avec CloudWatt, avec Numergy, qui ont été des tentatives de souveraineté nationale cloud qui ont plutôt avorté. Mais maintenant, il y a un nouveau projet, le Gaia X, par exemple. Oui, tout à fait. On a une question d'internaute qui vient de tomber. Donc, un internaute qui se demande si on parlera d'initiative de cloud européen. Ben voilà, on y va. Voilà, donc, qui est une initiative franco-allemande, essentiellement, qui regroupe une vingtaine de fournisseurs de cloud. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens? Alors écoutez, en tout cas, l'idée c'est quand même d'avoir un contrepoids par rapport aux mastodontes du cloud public américain, et notamment avec des décisions qui ont été prises par les autorités américaines sur le Cloud Act en 2018, qui font, pour petit rappel, qui font quand même que les autorités américaines peuvent avoir accès aux informations, aux données, y compris les données personnelles qui sont stockées par des entreprises américaines, quelle que soit la localisation géographique de ces données. Voilà, donc potentiellement des informations qui sont stockées dans un environnement Office 365, Azure, Amazon, peuvent être accédées par les autorités américaines, et les conditions d'accès à ces données restent relativement floues. On parle plutôt d'informations liées au terrorisme, mais des dérives peuvent aussi exister sur des dérives commerciales. Donc pour vous, ça va dans le Gaia X, ça va dans le bon sens. Ça va plutôt dans le bon sens, bien sûr. Après, de là à faire contrepoids, voilà, c'est... Alors, bien sûr, et alors, je voudrais dire peut-être pour repositionner un petit peu Stordata, alors nous sommes on peut difficilement se placer comme concurrent à Amazon ou à AWS, mais par contre, il y a quand même des acteurs français comme Stordata qui proposent des solutions cloud qui sont très complémentaires à ces grandes offres de fournisseurs de cloud publics et qui permettent d'être, quand je dis complémentaire, de faire de l'hybridation entre un grand fournisseur de cloud public et de ne pas mettre, entre guillemets, tous ses œufs dans le même panier, et de gérer, par exemple, comme le font nombreux de nos clients, leur sauvegarde chez nous, donc chez Stordata, avec des solutions, en l'occurrence Commvault, et qui permettent de garantir que les données sauvegardées sont sur le territoire français, et s'affranchir de difficultés que pouvoir rencontrer en cas d'activation. Alors j'entends tout ça, puis on développera certaines choses, mais Philippe Deschra, vous, en tant qu'entreprise américaine, du coup, comment vous voyez ça et... Entreprise américaine, mais on gère les données de nos clients français, donc on n'a pas de... On n'a pas d'accord particulier avec les uns et les autres. On travaille localement avec des acteurs comme Stordata notamment. Et je sais qu'on fait partie de leur offre Software as a Service, Backup as a Service en l'occurrence. Et être capable de sécuriser les données dans un cloud qui se trouve en France et gérer aussi un PRA, un plan de reprise d'activité dans le cloud, qui peut être toujours basé en France. Donc on est vraiment complètement neutre en termes d'infrastructure et de moyens techniques mis derrière le logiciel. Je voulais juste réagir par rapport à la souveraineté et à la... et à parler dans le temps, de la pérennité dans le temps des solutions. Ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on choisit une solution dans le cloud, c'est d'avoir en tête quand même le moment où on serait amené à se séparer de ce cloud-là pour aller vers un autre. Donc on va parler de conversion, et c'est vraiment un enjeu principal pour Commvault, d'être capable de convertir des données qu'elles se trouvent sous un format de machine virtuelle X vers un format de machine virtuelle Y, ou des données qui se trouvent sur tel système de stockage dans un cloud public, et être capable de l'amener par exemple dans un système de stockage cloud géré par Stordata. Donc d'avoir ce côté universel et de ne pas avoir de contraintes au niveau infrastructure. Alors on va rester un peu sur ce sujet-là, parce qu'apparemment là, ça déchaîne les passions sur le chat. Donc je pose la question, à partir du moment où on est hébergé sur AWS ou Azure, le gouvernement américain pourrait donc accéder à nos données ? Effectivement. En tout cas, c'est selon la base le du Cloud Act. Voilà. Alors après,
C'est quand même encadré par des décisions de justice américaine. Non, mais la possibilité légale, c'est légal en plus. C'est Donc, légal, voilà, c'est légal. Et c'est encadré. n'oublions pas quand même que ces grands fournisseurs de cloud ont, bien qu'on mette en œuvre des mécanismes de chiffrement, ont des possibilités quand même d'avoir des comptes à privilèges très étendus sur la plateforme et pourraient potentiellement accéder. En tout cas, techniquement, il n'y a pas de blocage. Oui, d'où l'émergence, la décision. Ça fait un moment que c'est décidé. Il y a eu une première tentative il y a quelques années de cloud européen, enfin voilà, de contrepoids, mais bon, qui n'a pas marché. La GAIX, bon, on verra si ça marche, mais c'est. Mais en tout cas, il faut avoir tout est à mis sur la table pour l'esprit que ça fonctionne bien. d'avoir une solution de repli. Philippe, tu parlais tout à l'heure de sortir d'un fournisseur de cloud. Donc souvent, c'est une notion de réversibilité. Hein. Ce sont des clauses qui sont importantes. Et moi, j'ai coutume de dire que des grands fournisseurs comme AWS, par exemple, c'est un petit peu Hotel California. Vous savez, la fameuse chanson de Eagles. C'est-à-dire on peut y rentrer, mais on peut difficilement en sortir. Ah ouais, c'est pas mal. On aurait pu en citer d'autres, des chansons, mais c'est pas mal ça. Très bonne image. Ouais, très bien, je m'en souviendrai. Donc sur la réversibilité et ce passage justement d'un état à un autre, en sauvegardant les données, etc. Qu'est-ce que on voit ajouter là-dessus ? En fait, beaucoup de nos clients aujourd'hui ont une stratégie multi-cloud. Et quand on parle de multi-cloud, évidemment, c'est être capable d'utiliser différentes technologies ou différents fournisseurs. Et on va être jugé sur notre capacité à convertir les données qui étaient stockées dans AWS vers Azure, qui étaient stockées dans VMware vers les mettre sur Hyper-V, et inversement, évidemment. Et avec des technologies aussi hybrides de type Azure Stack, notamment, être capable de les avoir on-prem, puis d'avoir une copie dans Azure. Voilà. Donc, tout ça, être capable de convertir les données dans un cadre soit de réversibilité, mais aussi de PRA. C'est-à-dire qu'un client peut avoir fait un choix technologique dans son data center, fait appel à Stordata par rapport à ses besoins de reprise d'activité. Et voilà, pour Stordata, c'est important de compter sur un partenaire qui ne va pas l'obliger à utiliser une technologie en particulier, mais va lui permettre de garder sa technologie propre, tout en garantissant le service par rapport à son client. Grâce à la conversion, pardon. Je vais vous poser une autre question d'internaute qui est intéressante, qui va permettre d'introduire la suivante, même si vous avez déjà commencé un petit peu à répondre. Après la période, donc je pose cette question, après la période de travail en confinement à domicile, mon entreprise doit-elle vérifier certains points liés à ses données sur le cloud, ou bien des entreprises comme les vôtres s'occupent de tout ? Alors, par rapport aux entreprises comme les vôtres, c'est plutôt Laurent qui pourra y répondre. Moi, par rapport au confinement, j'ai appris deux choses. La première chose, c'est qu'il faut sécuriser ces données où qu'elles se trouvent. Donc, les postes clients, on a travaillé beaucoup à distance, à la maison, peu importe. Et donc, la protection des postes clients, c'est un vrai sujet. C'est vraiment quelque chose d'important. À partir du moment où les données peuvent se trouver sur ces postes et qu'elles sont importantes pour l'entreprise, je pense qu'il faut sécuriser ces postes-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les ransomware. Il y a eu énormément d'attaques de ransomware. Peut-être qu'on a été plus attentif à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, on a été pas mal sollicité par rapport à cela. Et il est important de vérifier que ces protections vis-à-vis des ransomware, la stratégie qui a été mise en place, on parle d'infrastructure, on parle de sécurité, de hardening, etc. Mais on parle aussi d'être capable de restaurer, que son logiciel de sauvegarde est capable de restaurer ces données en cas d'attaque. Vous parlez de ransomware, je vais vous laisser répondre après, mais je vous propose de lancer un sondage à nos internautes. Ensuite, on va poursuivre le cours de ce webinaire. Chers internautes, je vous pose cette question-là. Vous allez pouvoir répondre dans le chat. Pensez-vous être prêt à faire face aux attaques de ransomware ? C'est très ouvert, donc vous pourrez répondre oui, non. Vous ne savez pas, donc ne sais pas, ou vote blanc. Voilà. Mais voilà, merci de répondre à cette question-là. Donc, en régie, on va lancer ce premier sondage. Il y aura un deuxième sondage en deuxième partie de webinaire. Alors, oui, donc bien sûr, voilà, à vous. Donc là, pour compléter un peu la réponse, et je vais tout à fait dans le sens de Philippe, dans ces périodes de confinement, finalement, il y a deux points faibles, sensibles. C'est le endpoint, donc le poste de l'utilisateur. D'une part, avec le fait qu'on ait à gérer des postes qui sont disséminés dans la nature, entre guillemets, donc chez l'utilisateur, à domicile, voire même du BYOD, donc du poste sur lequel on a très peu de maîtrise. C'est avec leur propre matériel. Exactement. Donc s'assurer que la protection du poste utilisateur est à la hauteur des attentes, ça c'est très important.
Le deuxième point important, c'est l'utilisateur lui-même, puisque ce sont les deux points faibles. Et ça passe par la sensibilisation. Donc je pense que les ETI ou les grands groupes ont l'habitude d'avoir des notions, des vagues ou des sessions de sensibilisation. Donc pendant ces périodes de confinement, il a fallu intensifier cette sensibilisation de l'utilisateur, notamment contre le phishing, contre toutes les menaces qui se sont accentuées ces derniers temps. Et avant de permettre aux utilisateurs de revenir sur un travail plutôt habituel, en reconnectant leur poste sur un réseau d'entreprise, s'assurer de la conformité des postes et refaire une petite passe de sensibilisation des utilisateurs. Je pense que c'est quelque chose qui va être fait et sur lequel nous, on apporte, en tout cas nous on le fait en interne, on le fait en tant que fournisseur de cloud sur nos équipes, bien sûr, et on le préconise à nos clients. Très bien, alors je vais vous poser la dernière question de cette première partie. Alors vous avez déjà commencé à aborder pas mal de ces points, donc c'est peut-être plus pour compléter, peut-être ce que vous avez déjà dit. Donc en l'occurrence, cette question, c'est quels sont pour les DSI et les RSSI, donc les responsables de sécurité des systèmes d'information, les grands enjeux et les défis actuels de la sécurité des données dans le cloud pour les ETI et les grands groupes. Là, on est vraiment, parce qu'on s'adresse quand même beaucoup à eux aujourd'hui. C'est peut-être des problématiques très spécifiques quand même pour les ETI et les grands groupes. Oui, alors très spécifique dans la mesure où donc les ETI et grands groupes ont souvent des services sécurité déjà implantés, des mesures de sécurité qui sont déjà très présentes dans leurs environnements. Et malgré tout, on a pu constater dans la presse qu'il y avait eu certains de ces grands groupes qui avaient été attaqués de manière violente ces dernières semaines ou ces derniers mois, et pour lesquels finalement le seul rempart contre les différentes attaques qui ont été vécues, qui sont souvent générées par des ransomware, donc un chiffrement de l'ensemble ou tout ou partie des environnements de ses clients ou des données sensibles de ses clients. Le seul rempart, ça a été finalement la restauration et donc la fiabilité des backups, l'externalisation des données. Voilà. À un état antérieur. À l'état antérieur, parce qu'on sait, aujourd'hui, la technicité des attaquants est de plus en plus fine. Les ransomware sont de plus en plus évolués. Donc on a des attaques qui sont bien souvent très fortes, qui résident depuis de plusieurs semaines dans les environnements des clients, qui noyotent l'environnement du client, récupèrent des informations sensibles et de manière masquée, et qui ensuite, brutalement, chiffrent l'ensemble des données. Et la première attaque aujourd'hui des ransomware, c'est bien souvent les systèmes de sauvegarde. Voilà. Donc le fait de s'adresser à des fournisseurs de cloud spécialisés dans ces environnements, un tiers de confiance, qui a déjà pensé ces solutions en la construisant, en l'architecturant avec les bonnes pratiques de sécurité pour justement protéger ces sauvegardes, et en plus en jouant sur l'externalisation de ces backups, puisque c'est dans des data centers qui sont externalisés, ça rajoute une couche et ça rassure beaucoup de cette population de clients. Voilà. D'accord. Si je peux rajouter quelque chose, en fait, on a fait le constat suivant, c'est que le capital donné, c'est un capital important pour une entreprise, au même titre que le capital financier humain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la protection, la gestion, la gouvernance des données fait partie des priorités des DSI. Ça, c'est vraiment un constat que l'on rencontre partout. Et les enjeux sont multiples autour des données. On en a parlé d'un certain nombre jusqu'à présent. La localisation des données, on en parle depuis tout à l'heure, le cloud, on-prem, sur des sites distants, sur des postes clients. La technologie aussi, on a vu arriver notamment la containerisation, ça apporte énormément au niveau de DevOps. Ça permet à un certain nombre d'entreprises de développer plus rapidement et d'amener des services plus rapidement à leurs clients. Ça apporte aussi un certain nombre de contraintes par rapport à cette sécurisation des données. Et puis, avec la partie sécurisation des données et aussi RGPD, je vais y arriver en français, qui apporte des nouvelles contraintes au niveau de la gouvernance des données. Donc, la tentation des DSI est grande sur le fait de multiplier les solutions derrière pour gérer les données, mais on verra sûrement par la suite que c'est pas forcément c'est la question qui va venir. Exactement. On va rebondir, on va attaquer la deuxième partie parce que le temps file. Donc une deuxième partie qui est encore une fois qui va être consacrée au comment. Comment s'assurer de la meilleure sécurité possible pour ces données dans le cloud. Donc on a déjà commencé à y répondre.
Mais alors, est-ce que justement, je vais rester avec vous, Philippe Deschra, conseilleriez-vous aux entreprises de faire appel à plusieurs solutions, justement, plutôt qu'à une seule et même solution intégrée? Justement, voilà, c'était vraiment la suite de mon propos, c'était de dire que par rapport à ces différents enjeux, le fait de multiplier les solutions, ça veut dire multiplier des coûts d'acquisition, des coûts d'infrastructure, de formation, de maintenance, et également faire arriver des risques, c'est-à-dire avoir une solution pour le PRA, une solution pour la sauvegarde, une solution pour les sites distants. Ça fait qu'on n'est pas sûr d'avoir les mêmes politiques, la même sécurisation, le même niveau d'exigence sur l'ensemble. Et on peut voir apparaître des failles de sécurité. J'ai un exemple en tête là où, en fait, Commvault est par rapport à un client et la solution de protection des données. Et ce client a choisi une solution spécifique pour le PRA qui a eu un problème de ransomware et qui PRA, malheureusement... juste, plan de reprise d'activité. Voilà. Et malheureusement, il comptait sur cette solution de plan de reprise d'activité par rapport à certains composants pour pouvoir restaurer ces données par la suite. Donc là, il a multiplié les solutions en apportant finalement une faille dans sa sécurité. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite éviter. Très bien. Alors, Laurent Benamou, vous avez tous les deux déjà commencé à répondre, mais on sait bien de répéter, je pense, un petit peu les choses et peut-être d'aller un petit peu plus loin. Certaines qualités propres au cloud, vous en avez déjà parlé, donc sont-elles propices à garantir la sécurité des données? Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais oui, alors après, peut-être développer un peu là-dessus. Le design par défaut, c'est ça. On va dire, la construction. Donc c'est by design, qui est comme by on dit en design, anglais. pour faire un mix français. Je pense que tout le monde comprendra. De la sécurité. Le fait donc d'implémenter bien sûr des mécanismes de sécurité, je ne vais pas m'étaler ici sur les mécanismes mis en œuvre, mais dont bénéficient l'ensemble des clients qui sont hébergés sur ces solutions, mais également tous les process. On parlait tout à l'heure de la certification ISO 27001, donc le fait d'être certifié ISO 27001, eh bien pour un client c'est quand même une assurance du respect. Il faut savoir que quand vous êtes certifié ISO 27001, c'est pas du one shot entre guillemets. Mais ça vient en surcouche des qualités propres au cloud. Parce que la question c'était vraiment sur la qualité propre. Mais ça vient servir alors ces après, qualités. Bien sûr, vous avez la résilience, vous avez le fait que les données soient réparties sur plusieurs sites. Oui, l'externalisation, des backups, etc. Mais là, je veux insister sur finalement ce qui est spécifique à certains fournisseurs de cloud. Et par exemple, un client qui est lui-même ISO 27001, qui a eu cette certification, le fait de s'appuyer sur un hébergeur qui l'est aussi ou sur un fournisseur de cloud qui l'est aussi, ça le déleste d'un certain nombre de mesures qu'il déporte sur son client. Donc ça, c'est important, enfin sur son fournisseur. Et ça, c'est important. Voilà, sur les qualités propres au cloud, vous voulez ajouter des choses? Vous avez déjà un peu abordé tout à l'heure. Oui, en fait, sur le cloud, nous, on voit trois types d'usages par rapport à une solution de sauvegarde. Le premier usage du cloud, pour nous, ça a été de remplacer des bandes par du cloud, du stockage cloud. Donc là, avec un partenariat avec Stordata notamment, nos clients peuvent limiter leurs infrastructures de type bande et envoyer leurs données vers le cloud et en cas de problème, récupérer les données de cette façon-là. On a été amené à sécuriser les données qui se trouvent dans le cloud, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc là, on met des infrastructures dans le cloud, les infrastructures comme Vault dans le cloud pour pouvoir garder les sauvegardes dans le même cloud que les données à protéger. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la problématique réseau, quand on parle de cloud, est effectivement un point clé. Et le but, c'est d'optimiser donc, ces coûts de réseau. Et le troisième point, c'est disaster recovery dans le cloud. Donc voilà, avec notre partenaire Stordata, on sait que c'est des choses qui sont tout à fait matures aujourd'hui. Et d'avoir la capacité non seulement de répliquer les données on-prem vers le cloud. On a les données dans le cloud et c'est possible notamment avec la déduplication, l'optimisation des flux. Et une fois que les données sont dans le cloud, plutôt que de les ramener on-prem, on va utiliser des infrastructures dans le cloud pour pouvoir redémarrer une production. Voilà, c'est ce que j'entends par plan de reprise d'activité dans le cloud. D'accord. Alors, vous m'avez devancé sur la question suivante, mais c'est très bien. Vous pourrez peut-être compléter aussi, mais du coup, je vais redonner la parole à Laurent Benamou. Donc, que proposent les solutions Stordata et Commvault pour garantir cette sécurité, justement? Là, on va rentrer vraiment sur votre offre spécifique. Et alors, je préviens juste nos internautes que, bien sûr, là, pour l'instant, on n'a pas donné trop d'exemples
de TI, de grands comptes, etc., pour leur permettre de se projeter. Donc la question vient juste après. Donc je vous laisse vous préparer. Sans forcément citer des clients, le nom des clients, mais des types de clients, des types de contextes. Donc voilà, que proposent vos solutions? Alors, nous, nos solutions, les solutions qu'on propose pour aider nos clients à améliorer la sécurité, ça complète un peu ce que disait Philippe tout à l'heure. Oui. Donc, c'est ces solutions qui vont tourner essentiellement autour du PRA as a service, donc pouvoir avoir une infrastructure de secours dans nos environnements et qui permettent une reprise avec des tests qui sont effectués régulièrement et qui permettent de garantir aux clients que s'il y a un sinistre majeur sur l'infrastructure de production, eh bien, ils ont possibilité de faire une reprise sur notre site. Et on a même, alors pour la petite histoire, on a même des clients qui ont souscrit au service de PRA as a service chez nous et qui au final se sont rendus compte que ça fonctionnait plutôt bien, voire mieux que chez eux, avec le fait qu'il y ait une continuité électrique, de fourniture du froid et autres. Et on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont basculé leur production chez nous et ont gardé leur PRA finalement sur leur site. Voilà, sur leur site local. Donc ça, c'est un des exemples. Le deuxième exemple qui est très important, service qu'on vend, c'est la partie backup as a service, dont j'en parlais tout à l'heure, et qui vient compléter bien souvent les offres du cloud provider, des grands cloud providers. On a des grands groupes qui ont basculé, qui ont fait le choix de basculer sur Amazon, sur Azure, et qui malgré tout prennent du service chez nous pour pouvoir backuper leurs environnements, voire même sur des applications plutôt software as a service. Je prends par exemple du Office 365, la notion d'Office 365. Il faut savoir que, et j'invite les internautes à aller regarder les contrats Microsoft d'engagement de services sur Office 365. L'engagement de disponibilité de la donnée est assez faible, Microsoft, qui s'engage assez peu sur la disponibilité de la donnée. Et on a de nombreux clients qui décident de basculer leur backup grâce aux solutions finalement intégrées aux produits comme Vault, qui nous permettent de backuper des solutions SaaS comme Office 365, et donc de les backuper dans nos data centers. Et donc on effectue donc les backups Office 365, SharePoint Online, Drive, et ça permet au client de garantir qu'il a une sauvegarde de ses données en France, dans des data centers maîtrisés, entre guillemets. Voilà. Et c'est la même chose pour des clients qui auraient fait le choix de basculer sur Salesforce, sur ServiceNow et sur tous ces applicatifs. Je t'interromps juste par rapport à Salesforce. Il y a une actualité par rapport à cela. C'est-à-dire que Salesforce a annoncé l'arrêt de la protection des données dans Salesforce, gérée par Salesforce directement. Et donc, on a pas mal de clients aujourd'hui qui viennent nous voir en nous demandant ce qu'on est capable de faire pour eux. Et on est capable de sécuriser, de sauvegarder les données dans Salesforce. D'accord. Et justement, vous aviez fini peut-être sur le... Oui, alors après, il y a toutes les mesures qu'on met en œuvre dans le cloud et qui, pourquoi externaliser? C'est parce que derrière, on met en œuvre des mesures anti-DDoS, donc Deny of Service, du WAF, donc toutes les protections qu'on peut mettre dans le détail, mais en fait, vous servez... toutes les protections qu'on met en œuvre globalement pour nos clients et dont bénéficient l'ensemble des solutions qu'on met à disposition. D'accord. Et en termes de solutions, du coup, comme Vault, donc par exemple les modules anti-ransomware, enfin comment ça marche, etc. Et c'est pas que ça. Mais... Alors déjà, pour rebondir par rapport à Laurent, déjà, je pense que cette offre as a service, elle est possible avec Commvault parce que le logiciel est développé déjà pour fonctionner par rapport à des services managés. Il y a un certain nombre de fonctionnalités comme du multi-tenant, de la sécurisation, de la délégation, du reporting, de la scalabilité, qui sont, tous ces axes-là sont importants pour un acteur qui souhaite réaliser des services managés pour ses clients. Donc, Commvault était capable de le faire, donc d'où le succès de cette offre. Après, par rapport aux sources de données, je vais reprendre Laurent, donc c'est pas forcément très intéressant, mais tout ce qui est software as a service déjà en termes de type de données, Office 365, Salesforce, Google. La pédagogie, c'est la répétition. Voilà, exactement. Donc, mais aussi des données dans des instances de EC2 chez AWS, des données dans Azure. Alibaba aussi, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clients Alibaba aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait partie des axes. On rajoute des nouveaux workloads tous les jours chez Commvault. C'est notre volonté d'accompagner. En fait, la difficulté pour nous, pour accompagner un partenaire comme Store Data, c'est d'imaginer, de prévoir quelle source de données, quel type de données
il va nous demander de protéger, de gérer dans le futur. Et donc, on anticipe, on suit le marché pour qu'on ne soit pas un frein par rapport au service de store data, mais plutôt un accélérateur de service. On a d'ailleurs une question d'internaute qui est: vos solutions sont-elles en évolution permanente pour répondre aux besoins du moment? Donc voilà, exactement, rebondit, voilà, tout à fait. Donc oui. Oui, là, Alors parmi comment, notre... peut-être plus précisément, c'est de la veille, Alors oui, on n'a pas le choix de toute façon. C'est le cœur de notre métier. Il faut qu'on suive. Et essayer d'avoir plusieurs coups d'avance quand même. Et c'est aussi pour ça que nos clients choisissent des solutions cloud. C'est parce qu'ils n'ont plus à se soucier de maintenir à jour leurs solutions, de garder un niveau de sécurité. Totale, donc on a de la veille, on a des engagements, alors aussi bien de la veille technique, de la veille juridique, qui font qu'on doit respecter les règlements. Oui, parce que la réglementation, il faut suivre tout ça, bien sûr. Et puis bien sûr la technique, les évolutions des menaces, des attaques. Donc on fait régulièrement des analyses de risque qui permettent de mettre en regard de certaines menaces et bien des mesures qui permettent de les contrer. Donc bien sûr, on suit l'actualité et on fait évoluer nos systèmes. Et puis bien sûr, on suit aussi les sorties des éditeurs pour s'assurer que les systèmes sont patchés de manière très régulière et respectent les règles de très base. Bien, c'est très clair. Donc, il nous reste un peu plus de 10 minutes pour finir ce webinaire. Donc c'est très intéressant tout ce que vous nous dites. Mais j'avais promis quand même aux internautes des exemples de clients. Donc sans les citer, parce que je crois que ça sera un peu difficile à citer nommément. Mais voilà, des exemples de clients justement pour illustrer ce niveau de sécurité maximum garanti sur le cloud. Et puis via vos solutions, bien sûr, en particulier. Oui, c'est difficile de parler de sécurité et de nommer directement des clients. Ça serait, je pense, assez malvenu. Et même si on a leur accord, je ne souhaite pas le faire. Oui. Par contre, on a bien sûr, on peut citer des domaines. Non, mais les exemples parlants, c'est des grands domaines d'activité. Donc, on travaille avec des très grands acteurs nationaux du transport. Donc, on travaille avec des fournisseurs d'énergie également, nationaux. On travaille aussi avec des plus petites entités, des cabinets qui gèrent des brevets, par exemple. On a donc un panel de clients qui est très étendu et qui part de la petite PME à l'ETI jusqu'aux grands groupes, aux très grands groupes qui vont décider justement de mixer leur cloud ou de s'assurer que leurs données sont bien positionnées dans un environnement maîtrisé. D'accord. Voilà. On va peut-être lancer le deuxième sondage que j'ai annoncé tout à l'heure. Ça me paraît pas mal. Ça laisse quand même quelques minutes aux internautes d'y répondre. Donc voilà, je vous pose cette question. Seriez-vous prêt à externaliser auprès d'un tiers de confiance les sauvegardes de vos données? Question très simple. Donc oui, enfin très simple a priori, faut savoir y répondre quand même, mais oui, non, ne sais pas et vote blanc, voilà, comme pour le premier sondage. Et puis évidemment, je ne vous l'ai pas dit lors de l'annonce du premier sondage, mais on vous communiquera les résultats à ces de ces deux sondages dans quelques minutes, donc quelques secondes avant la fin du webinaire. Donc voilà, alors sur les exemples de clients, peut-être vous avez encore des choses. Oui, après il y a l'agroalimentaire. Ouais. Après Philippe, tu peux peut-être compléter. En fait, ça touche tout secteur d'activité, toute taille de client. Et vraiment, il n'y a pas, quand on parle de sauvegarde de la donnée, il n'y a pas de métier en particulier. Après, il peut y avoir des enjeux un peu différents par rapport à la gestion de l'information. Et là, on va plutôt parler de modules qui sont annexes à la simple protection des données, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a protégé les données, qu'est-ce qu'on fait des données? Est-ce qu'on s'en sert pour faire des recherches métiers, etc. Ou là, on peut être plus sur des secteurs d'activité en particulier, mais la protection de la donnée, c'est vraiment généralisé. Nous, le point sur lequel je sais que nos clients sont assez friands, c'est la partie service. On parlait du centre de service. C'est le fait qu'on a chez nous affaire à de l'humain. Donc, quand ce sont des vrais exploitants qui exploitent les backups, qui font les contrôles quotidiens. Donc, on a bien sûr une grosse phase d'automatisation, il y a l'industrialisation, les déploiements, mais on a de l'humain. Donc, il y a des équipes d'exploitants qui gèrent les demandes de clients. Et il y a ce contact qui existe et qui est un peu perdu avec les grands fournisseurs de cloud. Sur les petits fournisseurs de services et de cloud comme nous, on ajoute cette couche de service qui est quand même très importante
pour le client. Et certains clients, qui n'ont pas la capacité d'avoir une équipe dédiée en interne, ou qui décident de se recentrer aussi sur leur activité, et qui décident d'externaliser l'exploitation d'une partie ou de toute ou partie de leur environnement. Si je reprends les cas du backup as a service, avoir des équipes dédiées au backup dans certaines entreprises, c'est compliqué. Là, on fait appel à un fournisseur comme Stordata pour gérer toute cette partie backup de bout en bout. Oui, la partie sauvegarde, c'est vraiment quelque chose au long cours. Hein. Sauvegarder, c'est bien, restaurer, c'est mieux, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable de restaurer, et ça passe par des process, des tests, des validations par moment, du reporting, ça c'est extrêmement important. Et voilà, donc toutes les entreprises n'ont pas forcément, soit le souhait, soit la capacité à gérer ces tâches quotidiennes, et souhaitent l'externaliser, notamment vers Stordata. Nous, en tant qu'éditeur de logiciels par rapport à la sauvegarde, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est d'universaliser l'accès à ce logiciel, le rendre le plus simple possible, avec une console qui soit intuitive, simple. En quelques actions, on arrive très rapidement à restaurer l'information que l'on souhaite. Donc ça a été vraiment notre volonté. Et avec aussi la deuxième partie, c'est l'automatisation, pour que plus les choses sont automatisées, moins on risque de faire d'erreurs. Et quand on parle de sauvegarde-restauration, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Le dernier point, c'est la partie reporting. Donc là, ça va vraiment avec nos partenaires service providers, ou être capable de faire du reporting, mesurer des engagements. On parle de SLA, de niveau d'engagement, et pouvoir garantir par rapport à du reporting que ces niveaux d'engagement sont bien atteints. Très bien. Alors, à 5 minutes de la fin, on a encore certaines choses à aborder, donc ça va passer vite. On a déjà un peu parlé de la crise du coronavirus, les nouvelles menaces, les attentes, les solutions, etc. Donc on va passer, donc ça ne sera pas une très grosse partie sur cet aspect-là, mais malgré tout, vous avez déjà commencé à y répondre. Et donc on va aborder cette question-là, et donc j'annonce à nos internautes qu'on va avoir là, on a les premiers résultats des 2 sondages qui sont tombés, sont très intéressants, donc restez bien jusqu'à la fin, parce que on est en train de les découvrir, on vous le dit pas tout de suite. Je vous laisse réfléchir à vos commentaires, moi je sais ce que j'ai envie de dire, mais voilà, c'est très parlant en tout cas, voilà. Donc sur la crise du coronavirus, donc on va rester peut-être à peu près 3 minutes dessus, 3-4 minutes maximum. La crise du coronavirus a imposé à de très nombreux salariés à travailler en confinement à domicile, on l'a dit, avec son lot de conséquences et de vulnérabilités. Donc lesquelles? On a déjà parlé, donc on le fait peut-être assez rapidement, mais pour rappel, c'est quoi? Parce qu'on est encore un peu dedans quand même, hein, donc pour un nombre rappeler de salariés. Un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, donc les vulnérabilités sont essentiellement liées à l'usage, donc le poste de travail, et l'usage des outils collaboratifs, dont certains ont été un peu improvisés dans certaines entités. Hein. Il a fallu très rapidement trouver une solution de visioconférence. Très vite. Et on a vu que certaines solutions de visioconférence on fait parler d'elle dans la presse par des... À tort ou à raison. Mais à tort ou à raison, mais en tout cas sur des... Les questions ont été levées. Et peut-être même sur des mésusages aussi, hein, sur le fait que les utilisateurs n'étaient pas suffisamment formés à ces outils. C'est souvent l'humain, hein, le problème. Et voilà, c'est pour ça que je disais le deuxième point, c'est l'humain. Et donc très vite, on tombe sur des travers et sur des menaces qui sont finalement attachées à des faiblesses, on va dire, sur le poste de travail ou l'utilisateur, ou les usages nouveaux d'outils mal maîtrisés. Très bien. Je vais vous proposer, je ne sais pas si vous voulez continuer un peu sur le coronavirus, etc., mais on a une question d'internaute qui, je trouve, vaut vraiment la peine d'être posée dans ces dernières minutes. La sauvegarde étant mutualisée, donc ça c'est pour rebondir à ce que disait Philippe Deschra, comment sont faites les étanchéités entre clients? C'est vrai que... Eh bien, on parlait de multitenant tout à l'heure, on est en plein dedans. Même si pour Stordata, il y a une facilité au niveau de l'exploitation parce que ça va être le même environnement de sauvegarde, le même référentiel. D'un point de vue données, on va être capable de séparer au niveau droit, au niveau accès, au niveau service derrière et reporting, les différents clients, le client A, du client B, du client C, et être capable de donner une délégation par rapport à la restauration, de l'exploitation au premier niveau à tel et tel client, uniquement sur sa zone de données. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a un verrouillage complet. Ce n'est pas parce qu'on optimise l'infrastructure pour le différemment
qu'on va ouvrir les vannes pour autant d'un point de vue sécurité, bien au contraire. Oui, Et là, c'est-à-dire que c'est une logiciel standardisation, voilà. mais du sur-mesure dans la standardisation, on peut dire On ça partage l'infrastructure. Ça paraît antinomique, mais en fait... On partage l'infrastructure, mais la propriété des données reste bien liée à tel et tel client. Donc c'est étanche. C'est complètement étanche. D'accord. Alors, oui, juste pour aller très vite. On fait vite, oui. Donc on a des process qui justement contrôlent cette étanchéité. On a des scans de vulnérabilité sur toutes les mises à jour et autres qui garantissent justement une parfaite étanchéité. Et il faut savoir aussi qu'on fait du sur-mesure. Et on a certains clients qui ne veulent pas de mutualisation, qui veulent aussi du dédié. Et ça, on sait le faire aussi. On sait le faire aussi. On n'a pas parlé de la question du coût d'ailleurs, mais c'est sur-mesure également, donc il y a un peu de tout. Enfin, alors, on parle de TI grand groupe, donc il y a un catalogue, quand même on va dire, qui est quand même existant. Une volonté d'avoir un vrai service. Après, forcément. c'est le propre des fournisseurs de cloud comme nous le sommes, et de services, c'est qu'on peut faire du custom, on peut faire du sur-mesure. Il le faut, et on le fait pour certains grands groupes qui décident justement d'externaliser chez nous, mais de manière dédiée. Voilà. Bon, je vous posais une dernière question qu'on avait prévue, qui était justement toujours sur cette période de crise de la Covid-19, parce que c'est féminin, désormais, c'est décidé, qui durera donc au-delà du confinement. On le sait bien, on a une crise au-delà de... Bon, c'est une crise évidemment économique. Quelle bonne pratique recommandez-vous à une ETI, à une grande entreprise, pour s'assurer de la meilleure sécurité pour ses données? On va reprendre un peu les éléments, mais... sans trop développer, parce que là, on est à 45 minutes déjà. Donc, et on va vous donner les résultats du sondage et on conclura ensuite. Bon, déjà, premier point, c'est de s'assurer de la mise à jour des systèmes. Donc ça, c'est très important. La sensibilisation des utilisateurs et les backups. Donc les backups, c'est le nerf de la guerre, on va dire. Le respect des bonnes pratiques, le respect la mise à jour, vraiment en tant qu'éditeur, la mise à jour des logiciels et le respect des bonnes pratiques. Donc si je résume, c'est de la technologie, mais il faut que l'humain soit quand même dans ces bonnes, parce que les bonnes pratiques. Il y a des technologies et il y a de l'implémentation derrière. C'est-à-dire qu'une solution qui est robuste contre les ransomware, mais qui est mal installée, ne sera pas forcément au rendez-vous en cas d'attaque. Très bien. Écoutez, là, on va bientôt conclure. Donc, les résultats des deux sondages. Alors, au premier sondage, pensez-vous être prêt à faire face aux attaques de ransomware? Alors, tout de suite, ne sait pas, 55%. Ça, c'est vraiment très inquiétant. C'est intéressant, en tout cas. Parce qu'à la limite, les gens qui répondent non, alors ils le savent. Et 27% ont dit non. Donc il y a un constat, donc ils savent qu'en cas de problème. Mais il y a déjà une maturité. Il y a une maturité, mais une lucidité quand même, parce que qui dit je ne sais pas, c'est que. Oui, mais alors, peut-être qu'il y a des actions en cours. Ne sait pas, on est à plus de 80%, on est à 82%. Quoi. Donc c'est vrai que. Voilà, et oui, 18%. Très bien, tant mieux, mais j'aurais préféré. C'est déjà pas mal, mais vous avez du travail, on va dire. Ça me paraît très peu, effectivement. Vous avez du travail. Exactement. La deuxième sondage, donc seriez-vous prêt à externaliser auprès d'un tiers de confiance les sauvegardes de vos données? Évidemment, ça vous concerne aussi. Donc oui, 50% des répondants, non 25%. Ne sait pas 0, donc en fait tout le monde se prononce et n'a pas, enfin se prononce en tout cas, il y a un vote blanc, évidemment c'est un vote qui compte, 25% ne souhaitent pas se prononcer. Et donc on a des chiffres qui se sont corrigés, on est à 44% de oui, donc de personnes donc, qui sont prêtes, d'entreprises qui sont prêtes à externaliser auprès d'un tiers de confiance, auprès de vous du coup. Donc c'est intéressant, oui, c'est ce un répondant sur deux, c'est intéressant. Voilà, écoutez, on va devoir conclure parce que là on arrive à 48 minutes, donc c'était très intéressant, je vous remercie beaucoup donc de nous avoir éclairé sur cette nécessité et cette possibilité pour les ETI et les grands groupes d'assurer la sécurité de leurs données sur le cloud. Donc merci aux internautes de nous avoir suivis et pour leurs questions. Ce webinaire sera disponible dans la journée, dans les prochaines heures, en replay sur le site de l'usine digitale et pour 1 an. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager et à revenir le consulter. Voilà, à très bientôt, puis merci beaucoup. Merci beaucoup.